Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver avec Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial qui m'accompagne toutes les semaines, tous les mardis. Et on va parler emploi. Ça va Nicolas ? Bonsoir Cécile. Ouais, oh, dis donc la petite voix qu'il est mignon. Bonsoir Cécile, vous êtes un bon élève. Le secteur médical est en pleine transformation, notamment en raison des évolutions démographiques et technologiques. Cette dynamique crée donc des opportunités d'emploi variées, mais elle pose aussi des défis importants en matière de recrutement, de rétention de talents et d'adaptation aux nouvelles compétences requises. Et donc c'est des sujets que nous allons aborder avec des enjeux sur le marché du travail médical en présence de 4 experts qui partagent notre vision avec leurs expériences. On vous les présente tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et avec nous, Joseph Callan, qui est président, directeur général et fondateur de LinkedIn Talent. LinkedIn Talents, tout à fait. Talents, voilà, merci, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Grégory Alter, qui est responsable développement de RH Opco Santé. Oui, c'est bien dit. Et puis Jean-Loup Durousset, qui est avec nous, fondateur et PDG du groupe Naolis. Est-ce qu'il est avec nous ou pas encore ? On ne me dit pas encore. Et dans un instant, bien sûr, Sabrina Mecraldi sera avec nous, manager de la division santé du cabinet de recrutement Ficoba. Alors, on a envie de revenir déjà avec vous, Joseph Callan, président directeur général de LinkedIn Talent, je vais y arriver. C'est un groupe qui est structuré, 14 pôles d'expertise spécialisés dans la santé, mais pas que. Aujourd'hui, vous traitez de recrutement d'expertise en France et à l'international. Aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux sur ce marché de l'emploi et ces filières médicales, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Est-ce que c'est d'abord un marché pénurique ? Extrêmement pénurique. C'est peut-être le marché le plus pénurique en France, ou en tout cas, il fait partie des marchés les plus pénuriques. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, quand on arrive à envoyer 4 dossiers de candidature à nos clients en moyenne, sur chaque mission, sur la santé, on arrive à en envoyer que 2. Je peux rentrer un peu dans les détails de la raison de cette pénurie si vous le souhaitez. Il y a d'une part évidemment le vieillissement de la population qui fait qu'on a de plus en plus besoin de s'occuper des personnes âgées, donc par définition de personnes qui ont des problèmes de santé. D'autre part, il y a la diminution de la population active, on va dire au sens large, ce qui fait qu'on a un manque de main-d'œuvre. Et puis, il y a les progrès de la médecine qui fait qu'on a de plus en plus de spécialités et de possibilités de soigner les gens. Donc toute cette équation fait qu'au final, on a beaucoup de demandes et peu d'offres de soignants. Alors je rebondis sur ce que vous dites. Quand vous disiez 4, maintenant c'est 2, mais est-ce que ce sont des 2 personnes qui correspondent parfaitement au job, ou alors faut quand même pousser un petit peu ou faire de la formation ? Je suis pas sûr. Peut-être que Grégory aura une opinion et d'autres personnes aussi sur la question, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut difficilement être difficile quand on recrute par exemple des infirmières, tellement il y a un besoin. Alors ne parlons pas des médecins, c'est des besoins terribles. On connaît les sujets de manque de médecins dans les campagnes, de déserts médicaux. Donc c'est des bons profils, parce que de toute manière, on a besoin de monde. Les hôpitaux ont énormément recours. C'est presque qu'on a besoin de bras aujourd'hui, c'est-à-dire que même avec un peu moins de compétences, mais c'est des bras surtout. Tout à fait, on cherche beaucoup d'aides-soignants aussi, donc dans toute la grille hiérarchique médicale, on cherche du monde, et les hôpitaux sont tous en sous-effectif. Il y a des besoins dans tous les domaines. Ça vient aussi des problèmes de numerus clausus qui ont été installés sur les métiers médicaux au début des années 70 et qui font qu'aujourd'hui... L'entonnoir fait que... Exactement, on s'y est repris trop tard. Alors visiblement, vous nous dites le vieillissement de la population, on aurait pu l'anticiper. Est-ce que cette pénurie de candidats et donc de main-d'œuvre sur ces métiers, est-ce que vous pensez qu'elle est en train d'être anticipée, notamment suite à la crise du Covid ? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a rien changé et on va se retrouver avec une pénurie qui va s'accentuer justement avec ce vieillissement ? Alors, sur les médecins, on fait des efforts. Donc, notre président, depuis 2021, suite au Covid, a lâché du lest sur le numerus clausus, et donc on en forme davantage. Ceci dit, il y a d'autres problèmes. C'est notamment qu'on n'a pas assez de professeurs pour former ces gens-là, et pas assez d'universités pour les former. De ce que j'ai lu, on pourrait être un peu plus détendu par rapport à la demande en 2030. Sauf que il y aura aussi
énormément. Il reste un paquet d'années quand même. Il y a un paquet d'années, et puis je crois qu'on n'est pas capable non plus de voir tout ce qui va se passer au niveau des progrès. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus aussi d'évolution médicale, avec notamment aujourd'hui beaucoup de besoins sur tout ce qui est data analyse, c'est-à-dire qu'on va chercher plein d'informations sur les génomes, sur tout ce qui se passe dans tous les hôpitaux, etc., pour essayer de faire davantage de prévention. Et donc il y a énormément de métiers, de nouveaux métiers. Ça serait, je crois, une question future qu'on aura, mais qui. Non, mais ce qui veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui ont aussi besoin d'être formés. C'est-à-dire que il faut de la formation continue sur tout le monde et tout le temps. Oui, tout à fait. Mais encore faut-il qu'ils aient le temps d'aller en formation. Mais oui, effectivement. Ouais. Ouais, ça fait peur. Aujourd'hui, comment attirer les talents? Parce que ça aussi, c'est une grande question. On a beaucoup de talents qui partent à l'étranger ou qui partent dans le privé ou qui changent de métier parce que d'abord, le métier est visiblement plus attrayant pour des raisons finalement d'horaire, des raisons aussi de salaire. Comment travailler ces adéquations? Alors sur les horaires, peut-être que Grégory pourra aussi compléter. Oui. Vous pouvez bien entendu, Grégory. Vous êtes responsable développement RH. En deux mots, et juste sur les horaires, je crois qu'il y a des évolutions qui ont été faites dans ce sens-là, et qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des demandes fortes des jeunes de pouvoir avoir un équilibre vie privée et vie pro. Donc non seulement on n'a pas assez de monde, mais en plus, ceux qu'on a souhaitent travailler moins que ce qu'ils faisaient avant. Par contre, la santé reste... Il y a une étude qui a été faite par la Fondation Clariane au début de 2024 qui montrait que les jeunes... la santé était le deuxième secteur d'activité le plus attractif pour les jeunes, juste après le luxe. Ça veut dire que la santé, pourquoi ? Parce que c'est un métier de soins, un métier valorisant socialement, et c'est un métier de contact. Donc tout ça, ça plaît aux gens. Est-ce que vous êtes inquiet ? Non. Non. Alors, ces métiers-là n'ont pas bonne presse justement pour tout ce qui est vie pro, vie perso. Parce que justement, c'est un des problèmes qui fait que les gens ne se sont pas assez très valorisants, comme on l'avait dit, mais c'est surtout aussi très contraignant en termes de vie pro, vie perso. Et c'est peut-être ça qui fait la difficulté d'attirer sur ces métiers. C'est quelque chose qui clairement est en évolution. Par la loi bien sûr, mais parce que on apprend aussi des crises qu'on traverse. La dernière étant évidemment dans ce secteur la crise sanitaire, qui a aussi débloqué des possibilités qu'on n'avait pas avant. L'urgence a créé les nécessités et ça a ouvert des portes qui, je pense, ne se refermeront pas. Il y a des habitudes qui ont été prises. Je crois que vous parliez la semaine dernière de télétravail, mais ce n'est qu'un exemple. Même dans les métiers de la santé, notamment de la santé privée, on a parlé des médecins. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Le principal besoin, c'est des bras. Le principal besoin, c'est des aides-soignants, c'est des infirmiers diplômés d'État. Rien qu'avec ces deux métiers, on couvre quasiment 20% ou 25% de la demande. Allez, on va faire une petite pause, on va revenir dans quelques instants et on reviendra aussi avec vous pour nous expliquer ce qu'est Opco Santé, parce que c'est important aussi. 0826 300 300, vous savez que vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser ou si vous êtes en tout cas dans cette situation, vous cherchez un emploi ou peut-être une reconversion. On verra si ça fonctionne, les reconversions. On en parle dans un instant, on est ensemble avec Nicolas Leroy jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec Nicolas Leroy qui est DRH chez Fiducial. Avec ce sujet très intéressant, c'est bien sûr le secteur de la santé. Vous savez qu'il souffre comme beaucoup de secteurs. Joseph Calin est avec nous, président, directeur général et fondateur de Linking Talents. Jean-Loup Durousset qui est président et fondateur du groupe Noalis. Et puis Grégory Elter qui est responsable développement RH d'Opco Santé. Et on essaye de faire un espèce de petit état des lieux. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui comprennent quels sont les enjeux et qui doivent traiter ce sujet finalement de l'emploi. C'est toujours un peu difficile. Et le groupe Noalis, un réseau de santé privé pluridisciplinaire composé de plusieurs établissements. Avec vous, Jean-Loup Durousset, aujourd'hui, vous avez une vision finalement de la santé qui est un petit peu différente. Vous avez décidé de tout regrouper sous un même groupe et de faire finalement en tout cas de la santé privée. Si j'ai bien résumé. Il va me dire non, pas du tout. Merci d'abord de me donner la parole. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Parfait. Merci. Oui, effectivement, nous sommes un petit groupe et j'entendais tout à l'heure, nous sommes un petit groupe qui gère en privé, mais qui gère dans des territoires isolés. Aujourd'hui, je vous appelle d'Aubenas.
dans l'Ardèche. Et donc, les problématiques des territoires, je ne fais que ça toute la journée. J'étais précédemment à Roussillon, en dessous de Vienne. Et nous avons des établissements à Montbéliard et dans le Gard également. Donc vous voyez que c'est des préoccupations que l'on a. Et je remercie Nicolas Leroy de sa possibilité de m'exprimer sur ce sujet de la formation. Ça fait plusieurs années déjà, puisque moi, ça fait bientôt 40 ans que je suis dans le secteur de la santé et que je vois l'évolution des professionnels de santé. Je pense qu'il y a historiquement déjà un malaise dès l'initial de la formation. C'est-à-dire que la formation des professionnels de santé, des médecins en particulier, est une formation qui a vocation d'attribuer des postes dans des centres hospitaliers. Et ce n'est pas une formation à destination de former des praticiens pour aller dans le secteur de la santé. Je veux dire par là que la première question, c'est le parcours avec le concours national classant et les affectations. Les affectations sur les villes et les affectations dans les spécialités. Or, le métier de médecin est un métier pluridisciplinaire. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je disais, le métier de médecin est un des plus beaux métiers du monde, d'abord parce qu'il est international, vous le savez. Quand vous avez un diplôme de médecin, vous pouvez, dans toute l'Europe, exercer votre profession. Et puis, c'est un métier, vous savez, une des personnes préférées des Français était médecin, c'est Michel Simès. Et vous pouvez être journaliste, vous pouvez être médecin scolaire, vous pouvez être dans l'industrie du médicament, mais la formation ne prévoit pas ces métiers-là. Elle forme avec une perspective hospitalière. Et du coup, on a un premier malaise. Le centre hospitalier universitaire ne forme que pour l'hôpital et pas pour l'ensemble de la palette hospitalière. Ce qui fait que quand les médecins quittent le secteur pour aller embrasser d'autres carrières universitaires, de recherche, ou peut-être même dans le journalisme, en fait, on a l'impression qu'on vide l'hôpital de son corps précieux de médecin. Alors que dans les autres universités, on forme effectivement des étudiants pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des secteurs. Et j'appelle de mes voeux depuis déjà bien longtemps à ce qu'il y ait une gestion prévisionnelle des emplois médicaux. Oui. Ces gestions prévisionnelles des emplois médicaux doivent faire le point sur l'ensemble des acteurs, publics ou privés. Et par exemple, depuis 40 ans, on ne m'a jamais demandé combien de médecins allaient partir à la retraite dans les 5 prochaines années, quelles étaient les disciplines que je souhaitais développer, de manière à prévoir les formations. Il faut savoir par exemple que sur les soins de suite et de réadaptation, vous avez 1000 établissements de soins de suite et de réadaptation en France, et vous avez pour l'instant que 40 médecins formés en réadaptation fonctionnelle. Alors justement, donc, sur le métier de médecin, est-ce que vous êtes en train de nous dire finalement que c'est assez fermé? Moi, je me demandais en fait pourquoi le numerus clausus est aussi peu adapté justement à cette gestion prévisionnelle. Et pourquoi finalement on a attendu la crise de Covid pour augmenter le numerus clausus? L'histoire du numerus clausus, comme son nom l'indique, c'était de faire... Ah, ça coupe. Fermé. Clausus, c'est fermé. Et donc, toute l'histoire du numérus, c'était de réduire le nombre de médecins avec des théories plus ou moins élaborées sur un médecin, ça prescrit. Si ça prescrit qu'on l'enlève, on diminue les prescriptions, donc on diminue le coût de la sécurité sociale, par exemple. Et donc, pendant des années, on a travaillé sur une diminution du numerus clausus et on a réduit. Ça allait de pair avec une volonté du corps médical, il faut le dire aussi, et c'est un peu provocateur peut-être, mais de moins on est nombreux, plus on est précieux. Et c'était une stratégie qui pouvait se comprendre. C'est ce qui s'est passé. Et en plus, on a renforcé cette rareté par l'hyperspécialisation. Et le débat n'a jamais eu lieu entre hyperspécialisation et compétences acquises, multicompétences. Dans mon territoire de Bonnat, je préfère des gens très compétents, polyvalents, plutôt que des gens hyperspécialisés qui vont me poser quelques problèmes organisationnels. Jean-Loup Durossé, ça veut dire qu'une infirmière qui travaille depuis 10 ans en centre hospitalier, qui a acquis des compétences, ne peut pas aujourd'hui accéder à un poste un peu différent c'est par silo. Elle restera infirmière toute sa vie, c'est ça? C'est ce que vous évoquez, très important, et c'est tout le malaise qu'on a dans le secteur de la santé. En 40 ans, nous n'avons pas réussi à faire en sorte qu'il y ait un ascenseur social réel qui se mette en place. Cet ascenseur, il s'est arrêté dans les années 80, parce que j'ai connu, et vous avez connu peut-être, des praticiens qui étaient kinés à l'origine, qui ont fait médecine, qui sont devenus médecins, qui sont ensuite devenus professeurs, et pour certains même ont été conseillers au ministère, et même ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Haute Autorité de Santé. Ils ont fait ces parcours croisés. Aujourd'hui, ce n'est guère possible. Et donc, l'ascenseur social ne marche pas. Une sage-femme ne pourra pas devenir obstétricien
Un infirmier anesthésiste ne pourra pas devenir anesthésiste et une infirmière, encore mieux, ne pourra jamais être médecin. Car si elle réenclenche le parcours, il faut qu'elle il faut redémarre tout. Alors justement, pourquoi, au lieu d'être médecin dans sa spécialité. Et pourquoi, alors, du coup, on utilise autant de médecins étrangers alors qu'on pourrait justement remettre en route cet ascenseur social pour les professions médicales ? Pour moi, c'est un des grands scandales de notre secteur. Vous disiez tout à l'heure, les uns les autres, y a-t-il des candidats ? Il y a 90 000 jeunes qui s'engouffrent dans le secteur de la santé pour être médecins. Sur ces 90 000, on est la seule université qui a ce qu'on appelle des reçus collés, c'est-à-dire des gens qui ont plus de la moyenne, voire certains même ont 13 ou 14 ou 15, et sont refusés. Et donc, qu'est-ce qu'on assiste ? On assiste à un triple phénomène, à des déçus dans le parcours, parce que c'est un parcours sélectif, avec beaucoup de déceptions, qu'on ne choisit pas forcément sa spécialité. J'ai ici un jeune interne qui voulait être chirurgien vasculaire. Il ne sait pas ce qu'il va être, peut-être sur médecin généraliste ou peut-être médecin du travail, parce que son concours classant l'a affecté dans une activité qu'il n'avait pas désirée. Deuxièmement, vous avez des gens reçus collés qui vont aller à l'étranger, en Roumanie. Vous savez qu'en Roumanie, il y a des universités qui proposent à nos jeunes Français de se former. Il y a un coût supplémentaire incontestable qui nous amène parfois à soupçonner l'État français de dire finalement, il y a 3000 Français qui vont être formés à l'étranger. Donc, ça coûte moins cher à l'enseignement supérieur français. Et puis, du coup, vous recrutez chaque année 3 000 à 4 000 étudiants étrangers qui viennent de pays hors Union européenne, puisque dans l'Union européenne, on a la libre circulation, 3 000 à 4 000, qui vont devoir faire un parcours complémentaire de 2 ans, ce qu'on appelle les PADU, pour être affectés dans des territoires. Le monde marche à l'envers. Vous ne pouvez pas partir de 90 000 candidats spontanés et finir avec une telle catastrophe. On va faire réagir avec Grégory Alter, responsable développement RH d'Opco Santé. Vous avez un rôle clé finalement dans l'accompagnement des évolutions de ces métiers de la santé. Quand vous entendez ce qui est dit, est-ce que vous êtes plutôt d'accord de dire qu'un acquis pourrait valoir un diplôme ? Complètement. Alors, je parlerai principalement de la santé privée, mais néanmoins, ça reste tout à fait valable. Je me retrouve complètement dans les chiffres qui viennent d'être évoqués. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui récents, beaucoup de dispositifs récents qui permettent à des personnes de valoriser en fait une expérience acquise pour s'emparer de passerelles professionnelles qui vont leur permettre de rebondir dans ce secteur. Sur quel poste par exemple ? Alors principalement, on a beaucoup parlé des médecins jusque-là, mais sur les postes d'infirmiers diplômés d'État, d'aides-soignants, d'accompagnants, de moniteurs éducatifs. Tout ce secteur en fait on parlait tout à l'heure de départ à la retraite. Je crois que entre 110 et 112 000 départs à la retraite à 3 ans. Tout à l'heure on parlait à 5 ans, déjà à 3 ans il y en a 112 000. 10%, ça représente 10% des ETP du secteur. Ce qui est énorme. C'est majeur. Et donc notre collègue évoquait la nécessaire anticipation de ces besoins. C'est le rôle des opérateurs de ce secteur de travailler sur la gestion, ce qu'on appelait avant la GPEC, ce qu'on appelle maintenant la gestion des emplois et des parcours professionnels, GEPP, pour ceux qui connaissent le terme, qui permettent qui permettent en fait d'aller analyser les compétences aussi bien comme une valeur en fait. Quelles sont les compétences sur lesquelles on est en retard, sur quelles compétences on est acquis, et comment est-ce qu'on peut ensuite aller s'emparer d'un nouveau métier, voire, ça c'est pour la formation, c'est pour la progression, l'ascenseur à remettre en marche, dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi le deuxième levier sur l'attractivité, pareil, aller chercher des gens qui ne sont pas de ce secteur-là. Il y a eu une campagne l'année dernière et cette année encore qui s'appelle Diplômé de la vie, qui permet une prise de conscience sur le fait que quelqu'un qui naturellement a un métier ou une situation en fait dans laquelle il ou elle accompagne un professionnel de la santé, s'occupe lui ou elle-même de quelqu'un, peut basculer sur un emploi professionnel dans ce secteur-là. Eh ben on va en reparler dans un instant. On fait une petite pause. On est ensemble jusqu'à 20h sur ces métiers de la santé, multiples métiers, multiples expertises. En tout cas, ça recrute. Sachez qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour vous trouver du travail et vous permettre d'avoir un métier qui vous ressemble. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Et les vraies voix de l'emploi avec Nicolas Leroy qui m'accompagne tous les mardis, directeur du recrutement du groupe Fiducial. On parle du secteur du médical aujourd'hui qui souffre comme beaucoup de secteurs et qui mériterait peut-être une petite réforme, en tout cas pour trouver pour ce qu'on appelle l'ascenseur social avec nos invités. Avec nos 4 invités, donc Joseph Scalin, PDG, fondateur de Linking Talent, Jean-Loup Durousset, fondateur du groupe Noalis, Grégory Alter, responsable développement RH d'Opco Santé et Sabrina Mecraldi, manager de la division santé du cabinet de recrutement Ficoba. On évoquait il y a quelques instants avec vous, Grégory Alter, la possibilité de se dire est-ce que finalement ce métier peut accepter des reconversions, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on a fait un métier toute sa vie qui n'était pas forcément celui qu'on aimait. Le médical, il faut avoir forcément une appétence pour l'humain. Est-ce que, allez, je sais pas, à 20, 30, 40 ans, on peut se dire qu'on peut devenir infirmier? Médecin, c'est difficile, mais en tout cas, oui, sur une compétence équivalente. Je vais étayer un petit peu, mais oui. Ouais. Oui, heureusement. Ça m'arrange si vous étayez un peu. Oui, complètement. Plus qu'avant, et surtout, il faut un peu diffuser le message. L'intérêt aussi, c'est de donner à ceux qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, qui se posent la question, ou qui sont au contact de personnes qui sont dans ce milieu, l'information que oui, c'est complètement possible. Ça l'était certainement pas autant avant, parce qu'on était dans un système assez classique, l'éducation nationale, ma filière, etc., etc. Et aujourd'hui, la reconversion, que ça soit, on peut prendre la main sur son avenir professionnel. Ça fait même l'objet de loi en 2018, la loi Avenir, qui n'est pas passée inaperçue. Et qui remet en fait d'ailleurs les opérateurs de compétences dont je fais partie au cœur du dispositif pour à la fois travailler sur l'attractivité, mais aussi accompagner leurs adhérents dans leur secteur respectif, donc en l'occurrence celui-ci de la santé, dans les problématiques de montée en compétences, de reconversion, en allant s'adresser soit à des personnes qui sont déjà sur un parcours professionnel, soit des gens qui sont en reconversion, qui sont chez France Travail ou auprès de l'APEC, par exemple, qui est un de nos partenaires. Alors, ce que comprennent pas forcément nos éditeurs, et moi je le comprends pas, en fait, c'est pourquoi le monde de la santé est aussi, on va dire, segmenté. Cécile en parlait tout à l'heure, pourquoi une infirmière ne peut pas devenir médecin, et en fait, qui aurait le pouvoir un peu de casser ces digues. Alors ça, je pose la question à Grégory et à Jean-Loup. Ouais. Alors je sais pas qui veut répondre, mais en fait, qui pourrait modifier justement, parce que moi, je vois plein de secteurs sur lesquels il est possible d'évoluer. On parle de formation professionnelle, mais en fait, pourquoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un conservatisme? Est-ce qu'il y a un lobby des médecins? Je sais pas. Je vous pose la question. Je pense pas qu'il y ait un lobby des médecins, non, mais je pense qu'il y a une vraie difficulté par la formation. Il y a un ticket d'entrée, si vous me passez l'expression, il y a un ticket d'entrée de formation complexe sur le médical qui fait qu'il y a un plafond. J'aime pas trop cette expression, mais il y a bien un plafond qui fait qu'après infirmier, ça nécessite un gros travail, un gros investissement si on veut passer le cap. Et au-delà de ça, Nicolas, si je peux me permettre, même entre les médecins, aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécialisation. Quand, il y a 40 ans, on avait un chirurgien qui pouvait soigner, pour le faire très simple, le bras et la jambe, aujourd'hui, on va avoir un chirurgien spécialisé sur un os du pied. Et ça va être finalement, pourquoi? Parce que la médecine progresse, tout simplement, et que du coup, on a des experts de plus en plus pointus, et que les passerelles ne se font pas si facilement à partir du moment où on est expert de son domaine. Mais je pense aux avocats, par exemple. Oui, quand vous étiez juriste, on va dire, un certain nombre de temps, vous avez une passerelle qui vous permet de reconnaître et de devenir avocat, qui est aussi une profession réglementée. Pourquoi aujourd'hui, ce type de passerelle ne serait pas envisageable pour le métier de médecin, par exemple? Je vais laisser Jean-Loup. Je pense justement que c'est la grosse question, parce qu'il y a 20 ans, les médecins pouvaient avoir des compétences acquises pendant le parcours, et un médecin généraliste pouvait devenir gynéco-obstétricien, un parcours complémentaire, ou peut-être un oncologue pouvait devenir pneumologue, et ça leur permettait d'ailleurs de rebondir dans la vie professionnelle. Oui. On peut au bout d'un moment comprendre qu'au bout de 20 ou 30 ans, on peut se lasser d'avoir exercé tel type de métier. Et pour les infirmières, c'est un peu pareil, parce que je pense que quand on est infirmière, on a envie d'avoir une perspective. Si vous ne leur donnez pas de perspective d'évolution, c'est quand même extrêmement frustrant de savoir que vous rentrez à 20 ans et que vous pouvez déjà connaître votre bulletin de salaire dans 30 ans. Je trouve ça désespérant. Je le dis, et il faut donc faire donner des possibilités, des passerelles et des grilles d'évolution. Pourquoi ça se passe ? Parce que d'abord, vous avez des ministères différents qui interviennent. Vous avez le ministère de la Santé et vous avez le ministère de l'Enseignement supérieur. Déjà, il y a deux passerelles complémentaires qui ne sont pas tout à fait établies. Qui définit les quotas ? Et vous savez qu'on ne dit pas praticien hospitalier, on dit praticien hospitalier et praticien PU-PH. Donc c'est ces deux ministères qui auraient le pouvoir de changer les choses.
il y a les deux ministères qui sont concernés pour définir pour le numerus apartus. C'est les deux ministères concernés qui peuvent le faire. Pour les infirmières et pour les paramédicaux, je parle sur le contrôle de Grégory, mais les régions aujourd'hui déterminent avec les ARS le quota de formation des infirmières et des aides-soignantes. Et c'est eux qui définissent le besoin nécessaire. On avait connu il y a 15 ans une grave crise des infirmières. Aujourd'hui, grâce à cette évolution régionale, il y a peut-être une question de centralisation et de régionalisation de l'analyse des besoins. Parce que pour les médecins, tout est centralisé et rien n'est régionalisé. Pour les infirmières, pour l'instant, et les paramédicaux, c'est encore régionalisé. Mais le dispositif est complexe parce que pour les infirmières, par exemple, le contrat d'apprentissage, on peut faire un contrat d'apprentissage, si je me trompe, Grégory, vous me corrigez, c'est un contrat qui porte sur 2 ans, alors que la formation est supérieure à 2 ans. Et donc, il n'est pas tout à fait adapté à ces modalités de formation. Et on n'arrive pas à caler quelque chose qui soit cohérent pour accompagner les jeunes femmes qui voudraient, ou les jeunes hommes qui voudraient s'installer dans... Je suis content que vous en parliez. Des dispositifs d'accompagnement qui collent à la réalité du terrain. Allez, Joseph Calem. Oui, non, juste pour recentrer juste un peu les choses, je ne crois pas que la demande première des infirmières, c'est de pouvoir évoluer en tant que médecin. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les études, c'est que la demande première des infirmières, ça va être d'avoir du temps libre aussi pour leur vie privée, c'est-à-dire de ne pas être trop soumis à un rythme de travail trop fort, etc. Non, c'est juste pour resituer un petit peu le débat sur ce vous avez raison. Mais est-ce que ça veut dire, pardon, parce que ce que j'entends là, c'est que est-ce qu'on est sorti de la vocation dans ces métiers-là? Est-ce que ça devient un métier classique? Parce qu'avant, on ne comptait pas ses heures. On était vraiment dans l'engagement. Peut-être. C'est une question, c'est de dire que c'est un phénomène global. Quand on passe à sa vie privée, peut-être que les choses ont changé. C'est un phénomène global au-delà de ce métier. Enfin, oui, bien sûr. On connaît ça dans toutes les entreprises. Non, mais la santé, c'est particulier quand même. La santé, c'est un engagement humain que vous n'avez pas quand vous êtes comptable. Pardon. C'était pour moi, ça. Nicolas Leroy. Non, mais on n'est pas dans la même vocation du don de soi-même. Ouais, alors je pense que c'est un petit peu rêvé quand même comme manière de voir les choses. D'accord, ok. Ouais. Non, mais sûrement. On a quand même des professionnels qui veulent gagner leur vie et puis derrière pouvoir profiter de la vie. Et évidemment, tant qu'à être au travail, autant tous, vous, je crois, Cécile aussi dans votre travail, et moi, etc., on essaye d'être utile et de trouver un peu de plaisir dans ce qu'on fait. Mais je crois qu'on va retrouver dans ces catégories de métiers la même chose que ce qu'on retrouve partout ailleurs, c'est-à-dire des gens qui ont plutôt moins envie de travailler et qui ont plus envie de s'épanouir. Mieux, en tout cas. Là, je rejoins Cécile. Oui, mais c'est pas incompatible. Enfin, si je peux me permettre, c'est pas incompatible avec nos métiers. Simplement, ce sont des métiers qui ont des contraintes, au même titre que, je sais pas, les boulangers, peut-être d'autres activités. On a des métiers qui travaillent 24 heures sur 24, 365 jours par an. On n'est pas les seuls secteurs d'activité à avoir ce type de contraintes. Après, on soit capable de s'adapter. C'est les métiers qui souffrent le plus, Jean-Loup. C'est les métiers où il y a des fortes contraintes. C'est ceux qui souffrent le plus. La restauration, il y a 100 000 personnes qui ont quitté ce secteur-là. Finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à la même chose dans le domaine de la santé, où vous allez avoir des infirmières qui n'ont plus envie bien sûr, mais aujourd'hui avoir un médecin qui vient chez vous, qui fait la campagne, je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la vie rêvée des jeunes médecins qui arrivent sur le marché de l'emploi. Non, mais je pense par rapport à ce que vous dites sur la vie professionnelle, on a tous à faire un travail prospectif. Aujourd'hui, moi j'ai assisté à des évolutions spectaculaires. Aujourd'hui, la chirurgie en France, 90% de la chirurgie se fait en un jour. Ce qui fait que les infirmières qui travaillent dans nos établissements et qui font de la chirurgie ambulatoire n'ont ni nuit ni week-end. Donc vous voyez que le progrès technique fait aussi qu'on améliore les conditions de travail de façon substantielle. Et on a continué à poursuivre. L'intelligence artificielle va nous permettre aussi peut-être de reposer des questions sur la surveillance nocturne. Je pense que la prise en compte du patient et la responsabilisation du patient, on le voit avec les pathologies chroniques, par exemple au domicile. L'infirmière n'est plus une infirmière qui fait des soins quand elle vient au domicile de patients chroniques. C'est une infirmière conseillère, c'est une infirmière éducative qui accompagne le patient dans sa chronicité et qui a de la disponibilité, qui retrouve du sens. On va faire une petite pause, allez, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la pub, c'est comme ça, je suis désolée, malheureusement, ça nous permet de faire une petite pause, on revient dans quelques instants, on est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi jusqu'à 20h. L'emploi, les médecins aujourd'hui, le médical. On va en parler avec nos invités. Mon cher Nicolas Leroy qui est avec moi jusqu'à 20h.
Écoutez, on va en parler avec Joseph Callen, donc PDG et fondateur de LinkedIn Talent. Donc, ce que vous faites bien. Et Jean-Loup Durousset, donc fondateur et PDG de Noalis. Grégory Alter, donc responsable développement RH d'Opco Santé. Et Sabrina Mecraldi, donc manager de la division santé du cabinet de recrutement Ficoba. Bienvenue. Qui s'est enfin connecté de Genève. Ouais. Voilà, qui va nous parler de la Suisse et du médical dans ce secteur-là. Ouais, c'est un pays déjà très attractif, forcément. Est-ce que l'innovation, la technologie, l'IA, on en parlait il y a quelques instants avec Jean-Loup Durousset sur certaines fonctions qui vont forcément alléger ou les aides-soignantes, ou les soignants, ou en général. Est-ce que finalement, on parle beaucoup de téléconsultation, de choses comme ça. Est-ce que tout ça ne participe pas non plus à déshumaniser aussi ce métier? D'un autre côté, ça évite une trop grande pénibilité. Alors je sens que Joseph Callen, vous êtes peut-être sur ce dossier-là, parce qu'il y a un problème de pénibilité aussi à ce métier. D'abord des heures, et puis quand on est infirmière, on porte des patients, ça nous arrive. Donc voilà. Donc l'innovation et l'IA ne va pas tout changer forcément. Ça va modifier pas mal de choses, mais il y a des choses qui resteront. Alors, ça a différentes conséquences. Jean-Loup nous en a partagé une tout à l'heure, qui est que ça peut accélérer certains timings. Il disait quelqu'un qui rentre à l'hôpital, qui sort dans la journée, ça veut dire que des infirmières qui devaient rester plusieurs jours sur place, finalement, n'ont pas à le faire sur certaines opérations, donc ça, c'est super. Après, ça va aussi complexifier énormément de choses, parce que qui dit offre médicale dit que derrière, il va falloir assurer, et donc il va nous falloir des spécialistes qui pourront délivrer cette offre-là. Que nous n'avons pas forcément aujourd'hui. Qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, et puis à un moment il y aura une question de coût quand même, c'est-à-dire qui va payer tout ça. Et aujourd'hui on voit déjà qu'il y a des problèmes, et ce matin dans les Échos il y avait un papier qui disait que l'État comptait un petit peu raboter le budget auprès des hôpitaux. On sait que les hôpitaux sont quand même majoritairement, d'une part en sous-effectif, d'autre part avec des bilans négatifs, financiers négatifs en fin d'année. Donc il va y avoir un vrai problème, si vous voulez. Si il y a une offre médicale qui va séduire de plus en plus de monde, de plus en plus de populations qui vieillissent, et finalement pas les moyens en face. Donc il y aura presque... Oui, ça s'accélère d'un côté et ça ralentit de l'autre. Il y aura la question du prix de la vie, qui a été traitée pendant le Covid, où on a dit quoi qu'il en coûte. Est-ce que ça pourra toujours être le cas? Alors on a parlé donc de tous les problèmes qu'on rencontre en France. Alors on a souhaité inviter Sabrina pour qu'elle nous donne justement la vision d'un pays qui est un peu le paradis aujourd'hui pour le travailleur français dans le médical, puisque effectivement au-delà des salaires attractifs, je crois qu'il y a des conditions aussi de travail qui sont intéressantes. Donc Sabrina, alors rapidement, vous nous présentez Ficoba, donc un cabinet de recrutement qui est présent en Suisse. Je vous entends très mal, Nicolas. Ah, voilà. Juste la présentation du cabinet. De Ficoba et donc de ce que vous faites là-bas. Alors Ficoba, donc une agence de placement spécialisée dans le recrutement. Alors moi, pour ma partie, ce sera donc sur le département médical. Donc agence de... Ah oui, c'est compliqué. On vous entend pas bien. Je pense qu'il va falloir qu'on reprenne le téléphone. Ce sera plus facile. Joseph Callen, beaucoup de gens, en tout cas, changent de métier, changent de pays aussi, parce qu'on se rend compte que les salaires limitrophes France sont parfois beaucoup plus intéressants que chez nous. Là, on a pris un bon exemple avec la Suisse, mais si on regarde les pays autour de nous, ça va être tout simplement proportionnel à ce qu'on connaît dans les pouvoirs d'achat de ces pays. C'est-à-dire qu'effectivement, en Allemagne, on peut gagner plus. Et si vous allez dans les pays du Sud, vous gagnerez moins. On n'est pas si mal payé en France par rapport à nos voisins européens. Mais bien sûr, la France est un pays qui s'appauvrit. Et donc, si vous allez aux États-Unis, vous gagnerez beaucoup mieux. Surtout qu'on cherche énormément de professions médicales aux États-Unis. Depuis l'Obamacare en 2010, ça s'est énormément développé et la médecine est devenue un sujet vraiment central dans ce pays-là. Mais je suis parti ailleurs. Jean-Loup Durousset, quand on voit l'ancien ministre Olivier Véran partir aujourd'hui dans la chirurgie, la médecine, chirurgie esthétique, est-ce que ça en dit pas long justement sur ces médecins qui se disent la tâche est tellement importante, voilà, je vais aller faire un métier où je vais gagner bien ma vie, ce sera moins compliqué. Voilà, est-ce qu'on peut le comprendre? On peut toujours comprendre le choix d'un individu qui, comme je le disais tout à l'heure, a une palette de possibilités très large du fait de son statut médical. Effectivement, moi, c'est ce que je prône en disant il faut offrir cette possibilité de...
Ah bah décidément, changement. En revanche, après, quand on est médecin, quand on a la chance d'avoir une spécialité très particulière et très pointue, comme c'était le cas de notre ancien ministre de la Santé, c'est vrai qu'on peut s'étonner de sa bascule vers une autre discipline, médecine esthétique. Je crois d'ailleurs qu'il est revenu sur sa décision et que depuis, il a repris un chemin médical plus classique, il me semble. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. C'est parce qu'on a des problèmes techniques avec notre invité Grégory Alter. Elle est avec nous par Sabrina. Sabrina, vous êtes avec nous ? Non, elle a raccroché. Décidément, on n'a pas de chance. Juste sur les rémunérations, effectivement, et le frontalier, si vous permettez. Oui. C'est sûr qu'on a une vision qui est un peu tronquée sur notre propre périmètre. On a une vision un peu franco-française. Mais aujourd'hui, les frontières ont explosé. Quand vous habitez la Haute-Savoie, vous savez que quand vous avez une école d'infirmière à Annecy, vous en formez pour la moitié vont aller en Suisse. C'est évident. Enfin, je veux dire, les frontaliers, c'est ça. En revanche, quand vous cherchez une sage-femme aujourd'hui en France, vous allez la chercher à Bruxelles. Oui. Aujourd'hui, 80% des écoles de sages-femmes belges forment des Françaises. Allez, on a récupéré... Pardon, je vous coupe parce il nous reste peu de temps. On a récupéré Sabrina Mecraldi, qui est manager de la division santé du cabinet de recrutement Ficoba. Sabrina, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Voilà, Sabrina, voilà. Alors donc on vous demandait de nous expliquer un petit peu votre domaine d'activité. Vous êtes en Suisse dans cette division santé. Tout à fait, exactement. Donc pour l'agence Ficoba, basée à Genève et à Lausanne, agence de placement du groupe Fiducial et spécialisée dans le domaine du recrutement effectivement de la santé. Alors vous recrutez pour qui et d'où viennent vos candidats ? Alors nous recrutons pour toutes les institutions de santé du territoire suisse. D'accord. Et nos candidats viennent des 4 coins de l'Union européenne, notamment des pays qui entourent la Suisse, à citer la France en premier lieu, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, voilà. Comment retenir, il nous reste que très peu de temps, parce que le temps tourne très vite, Grégory Alter, comment retenir les talents ? Parce que là on voit qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le salaire et puis peut-être les conditions de travail. Salaire, conditions de travail, c'est une chose. Il y a le fait d'être à l'écoute de son marché. Là je parle du marché de candidats. Aujourd'hui, on parlait d'attractivité sur les métiers. Alors, je suis désolé, je vais reprendre encore cette histoire d'infirmier. Vous avez remarqué, vous avez tout dit infirmière. Je me tiens à dire infirmier. C'est pas pour rien en fait. C'est pas parce que je suis un féministe convaincu. C'est aussi parce que c'est une opportunité. Quand on parle aujourd'hui du métier d'infirmier diplômé d'État, on parle pas que à des jeunes filles. On parle aussi, on peut parler potentiellement à 40-45% de jeunes hommes, en fait, qui sont intéressés par cette profession, qui n'ont peut-être pas toujours les mêmes, en tout cas, la même vision de leur progression professionnelle, et on en voit arriver de plus en plus dans ce métier-là, et ils sont attirés par ce métier parce que il est parfois plus accessible que les filières sur lesquelles ils s'étaient engagés au départ. Donc, on travaille aussi avec les agences régionales de santé. On parlait de décentralisation tout à l'heure, avec les partenaires des professionnels du recrutement, bien évidemment, à aussi capter des talents de ce côté-là, en écoutant aussi les générations qui ont un intérêt et des envies un petit peu différentes de ce qui les précédait. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Joseph Calin d'avoir été avec nous, président directeur général et fondateur de Linking Talent. Jean-Loup Durousset, fondateur et président directeur général du groupe Noalis, et Grégory Alter, responsable développement RH d'Opco Santé. Merci beaucoup Sabrina. On est désolé parce que du coup vous avez eu très peu de temps, Macraldi, pour des raisons de technique, manager de la division santé du cabinet de recrutement Ficoba. Merci beaucoup Nicolas Leroy. Bonne soirée Cécile. Merci. Dans un instant, football avec Philippe David. Les vraies voix du foot, Cécile, oui, heureux de vous retrouver après une si longue séparation. Ah bah oui, à 1 heure. Une heure, c'est ça. C'était énorme. Au menu des vraies voix, l'auriez-vous cru ? À la 7e journée, c'est pas le PSG qui est en tête de la Ligue 1, c'est Monaco. Et on va analyser pourquoi Monaco en est là et pourquoi pas. Tiens, pourquoi s'ils n'iraient pas au bout, comme en 2017 quand ils avaient été champions de France. Ensuite spécial équipe de France, avant Israël-France qui se jouera en Hongrie après-demain. Et il y a tellement de choses à se dire sur l'équipe de France, entre Mbappé qui vient pas, vous avez vu la Fashion Week, certains comment ils sont habillés. Moi j'ai dit à Patrick Roger, quand je vois que j'ai plus le droit de mettre certaines chemises sous votre pression au micro de Sud Radio, et que je vois certains joueurs de l'équipe de France, ça me laisse rêveur. Et ensuite on parlera de la nouvelle règle de l'Union européenne sur les transferts qui a été décidée vendredi,
Qu'est-ce que ça change pour les clubs et pour les joueurs? Et on aura un invité exceptionnel, Jean-Pierre Bernès, agent de joueurs évidemment bien connu. Merci Philippe David. Allez, on vous retrouve avec Guy Carlier, bien Absolument, entendu. et Emmanuel Galasso. Voilà, à tout de suite. Et sinon, nous on se retrouve demain à partir de 17h. Salut, bonne soirée. Merci.